Projet Mon vieux grimoire de Open Classroom, c'est le projet numéro 7 où on va fabriquer le back-end. Alors, grande catastrophe, j'avais fabriqué près de 6 heures ou 7 heures de vidéo avant de me rendre compte que ce site web marchait pas très bien. Du coup, j'ai perdu mes 6 heures, 7 heures d'enregistrement vidéo. C'est un petit peu chiant, surtout que j'avais pas mal discuté. Donc là, je vais plutôt vous montrer tout le code que j'ai fait et puis voilà, faire un petit résumé en 10-15 minutes, que vous sachiez un petit peu voilà, tout ce que j'ai fait. Avant de démarrer, je voudrais vous dire que Open Classroom n'a pas apprécié toutes les vidéos que je fais pour vous aider. Du coup, ils veulent plus qu'on travaille ensemble. Du coup, j'ai plus du tout de revenus avec Open Classrooms. Donc, si les vidéos que je vous fais vous appréciez, c'est le moment de me le montrer. Voilà, donc soit un petit like ou un partage sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, ou un petit message d'encouragement. Aucun souci. J'ai un petit Patreon aussi en dessous si vous voulez voilà, glisser voilà, une pièce ou deux, mais absolument sans obligation. Alors, je vais vous montrer comment ça marche, voilà, donc le site web qui marche. Donc là, je vais commencer par me déconnecter. On va se connecter. Je vais me fabriquer un adresse mail. On va dire, hop, mon adresse mail, c'est Benoît, mot de passe Benoît. Je vais m'inscrire. Votre compte a bien été créé. Vous pouvez vous connecter. Je vais me connecter maintenant. Et donc là, ça marche. Maintenant que voilà, je suis bien connecté. Donc on va rajouter un livre. Je vais rajouter un bouquin qui s'appelle Benoît, auteur Benoît, année de publication 2000, Jean Benoît. Je vais mettre une note de 4 et on va rajouter une image qui sera de moi avec mon petit Molière. Voilà. Et quand je fais ça, il me dit merci, votre livre a bien été publié. Je vais aller à l'accueil. J'ai bien le bouquin ici avec les 5 étoiles. Je peux aller là. Puisqu'il a été publié, on peut le modifier. Alors, je vais l'appeler, à la place de Benoît, je vais l'appeler Molière. Là, je vais l'appeler Molière. Publication, je vais mettre. Alors, mon petit Molière, je pense qu'il est né, on va dire, en 2015. Donc, on va mettre ça. Et puis, genre, hop, Molière. Et on va publier. Et normalement, voilà, on a Molière, voilà, 2015, machin. J'ai une note de 4. Je peux aussi, alors je peux ajouter un autre livre sans lui mettre de note, je crois. Est-ce que, ouais, alors, je vais mettre, voilà, je vais fabriquer un autre bouquin sans lui mettre de note. Et alors cette fois, lui, on va lui mettre, je sais pas, hop, on va lui mettre cette image-là. Alors je lui ai pas mis de note. Est-ce que je peux le noter à nouveau? Voilà, je peux noter cet ouvrage. Ah non, je peux pas parce qu'il considère que si vous mettez pas de note, il lui met un 0. Bon, ok, c'est pas grave. Alors on va se déconnecter et puis je vais me connecter avec un nouveau compte. Et donc cette fois, ça va être Momo et Momo. On va s'inscrire, se connecter. Et cette fois, je vais aller sur lui. Et donc, je peux noter cet ouvrage en tant que Momo. Je vais lui mettre valider. Donc, avant, il était à 0. Maintenant, je vais lui mettre un 4 normalement. Voilà. Donc là, il a une note de 4. OK. Et hop, on va retourner sur, voilà, lui aussi. Il a une note de 4, je vais mettre un 5. Voilà. Alors, comme avant, il était à 0, voilà, 0 et 5, la moyenne, c'est 2,5. Donc, il a une moyenne de 2,5. J'ai remarqué que le site web, il a un petit peu du mal à afficher les photos. C'est un petit peu dommage, mais voilà, moi, vous voyez qu'il marche très bien, en tout cas. Voilà. Ah, les mieux notés. Ah, là, pourquoi il a un peu 10 aussi, là? C'est marrant. OK, bon, très bien. Mais sinon, voilà, on est bien pour tout ça. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe maintenant au niveau du code. Alors, voici le code que j'avais fait. J'aurais bien aimé pouvoir vous montrer, voilà, point par point, tout ce que j'avais fait. Mais bon, écoutez, malheureusement, j'ai déjà passé pas mal de temps là-dessus. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Pour commencer, j'ai fabriqué un projet vide. Et puis, j'ai fait un npm init pour fabriquer un package.json. J'ai appelé ça P7 Backend version 1, mainindex.js et tout. Et le premier truc que j'ai fait, c'est puisqu'on a un index.js, je suis allé fabriquer un index.js. On avait besoin de fabriquer un serveur, du coup j'ai fait npm install de Express. Express, c'est le logiciel qu'on va utiliser pour faire un serveur. Donc je suis ensuite allé dans mon index.js, je suis allé là, et je lui ai dit, voilà, on va faire const express égale à require express. Require, c'est comme ça qu'on fait des imports. Alors quand vous êtes sur du front, en général, vous faites du import et du export. Quand on est sur du back, on fait du require et du module.export. Donc par exemple, si je vais là, ici, vous voyez que là, j'ai du hop, par là. Si je vais sur là, par exemple, je vais lui dire, on voit que ça module.export. Et le module.export, c'est pour exporter, et pour importer, c'est du require. Donc, on a fait notre express qui est là, et ensuite, j'ai fabriqué une app ici, en suivant juste les instructions sur la documentation officielle. J'ai fait app est égal à express. Ensuite, je lui ai fait fabriquer un port, et je lui ai dit que le port, ce serait soit process.env.port, soit 4000. Alors ça, je vais vous en parler plus tard. Process.env. Et ensuite, je lui dis app.listen sur le port, et je vais passer un callback qui dit, une fois que tu écoutes, tu me envoies juste un console log qui dit app listening on port 4000. Voilà, app listening on port 4000.
Donc, c'est quoi ce process.env.port? Eh bien, ça, ce process.env.port, c'est une manière d'accéder à vos variables d'environnement. Les variables d'environnement, ce sont toutes les variables qui peuvent changer selon la personne qui fait tourner votre back-end. Donc, par exemple, moi, aujourd'hui, je le tourne sur le port 4000, mais peut-être que quelqu'un, si vous voulez télécharger cette application-là et vous avez déjà quelque chose qui tourne sur le port 4000, vous aurez envie de faire tourner ça sur un autre port. Alors, pour ça, on va dans le point env, et le point env, c'est toutes les variables d'environnement qui sont secrètes. Donc là, j'ai mis tous ces variables-là que vous ne partagez pas avec qui que ce soit en général. Tout ça, c'est un point env, donc ça ne se partage pas, ça ne se commit pas sur GitHub. D'ailleurs, si vous regardez mon GitHub, vous verrez que ce point env n'existe pas. Et par contre, si vous voulez savoir quelles sont les variables d'environnement à utiliser, je vous ai mis un point env.example, c'est comme ça qu'on fait en général, pour que vos collègues sachent exactement quelles sont. Voilà, c'est là que vous mettrez. Enfin, c'est là qu'il faut faire. C'est comme ça que vous pourrez fabriquer votre point env avec toutes les données qui correspondent. Alors ensuite, donc on a ce point env.port. Donc en gros, voilà, ça veut dire que maintenant, pour avoir accès à ce process.env.port, voilà, ce process.env, j'ai dû installer un package qui s'appelle .env. .env, voilà, donc qui est là, donc ça veut dire .env. Et alors pareil, je suis allé sur la doc officielle et eux, ils disaient, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire require.env.config le plus tôt possible. Comme ça, dans votre process.env, maintenant, vous pourrez accéder à tout ce qui est dans le .env avec process.env.port. Voilà, donc là, j'avais un serveur qui tourne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dû lui dire? Alors, j'ai dû lui dire, alors pour commencer, on va dire, j'ai installé quelques middleware, donc Corse, j'ai dû installer Corse là, pareil dans le package, là j'ai dû installer Corse ici. Et puis je lui ai dit, on va faire app.use.corse. Alors ça, c'était juste pour éviter un message d'erreur dans le front, que vous avez peut-être dû voir. Je lui ai dit faire app.useExpress.json, ça c'était pour voir le rec.body, parce qu'en fait le rec.body il a un objet JSON dedans, le body de la requête que vous recevez du client. Et donc j'ai dû faire express.json pour pouvoir le lire. J'ai dû faire express.url extended true, donc ça c'était pour pouvoir lire les formes du form data, notamment quand on ajoute un nouveau bouquin. Et le express.static upload, c'est en gros, j'ai un dossier upload avec plusieurs images ici, qui sont en gros les images que je viens d'updater, qui ne sont pas dans la base de données et donc qui vont directement dans le fichier système du serveur. Et pour que ce fichier upload il soit disponible, pour qu'il soit servi sur Internet, eh bien, on a dû faire express.static upload, c'était pour servir un dossier statique. Voilà. Et donc, tout ce qu'elle fait mon application, c'est que elle sert ce dossier statique là, upload. Et puis, dès qu'il y a une requête qui passe sur API/auth ou bien API/books, il appelle le routeur correspondant. Alors, regardons par exemple donc le book router. Donc, j'ai fait un contrôle-clic. Voilà, le book router, on voit que c'est quoi? C'est express.router. Et je lui dis par exemple, si quelqu'un te fait une requête get à la racine, / tu m'appelles le getBooks. Alors getBook, c'est quoi? C'est une fonction que j'ai fabriquée ici, et comme toutes les fonctions express, elle prend deux paramètres. Le premier, c'est la requête, et le deuxième, c'est la réponse. Les paramètres, vous les nommez comme vous voulez, comme dans toutes les fonctions. Alors, je lui ai dit, allBook, c'était quoi? C'est awaitBook.find. Alors, c'est quoi ce book? Ce book, c'est quelque chose que j'ai fabriqué ici, là, dans ma base de données. Alors, ma base de données, comment est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Data, voilà, sur Mongo Atlas. J'ai fabriqué une base de données. Voilà, vous avez une base de données gratuite sur Mongo Atlas, je vous conseille de le faire. Alors comment ça marche après? Alors vous suivez juste la doc officielle, hein, vous faites mongoose est égal à require mongoose, donc il va falloir que vous faites un npm install de mongoose. Schéma est égal à mongoose.schema. Et ensuite on dit que const ratings schema est égal à new schema, donc ça veut dire, alors on n'avait pas besoin du ratings pour le moment, je lui ai juste dit, voilà, books schema. Pour le books, on va lui dire new schema avec user ID, title, auteur, image URL, year, genre. Et le ratings, je lui ai dit que lui aussi c'était un schéma avec user ID et grade dedans. Et book se traite mongoose.modèle book, book schéma. Donc ça veut dire que maintenant, à chaque fois que vous allez dans Mongo et que vous voyez book, il va vous faire un book schéma. Donc par exemple, quand je vais dans book, à chaque fois que vous voyez un book là-dedans, il aura toutes les propriétés qu'on vient de lister. Et on exporte ce book, donc ça va être notre communication avec la base de données. Donc par exemple ici, dans allBook, ça va être quoi? Ça va être book.find. Et donc, puisque c'est une promesse, je lui ai dit de mettre un await devant. Et vu qu'on est await, il faut qu'on soit dans une fonction async. Et puis, je lui ai dit, pour chacun de ces books, voilà, tu me renvoies le allBooks. Alors ensuite, alors ça, j'en parlerai un petit peu plus tard, hein, de cette image URL.
Alors, bah non, vous savez quoi, parlez-en, on va en parler tout de suite. Voilà, donc si je vais sur ma base de données ici, là, je vais lui dire de me regarder, de me montrer tous mes books. Et alors, quand j'ai updaté, voilà, je lui ai dit que mon image URL, voilà, c'est le nom du fichier ici. Sauf que bah, moi, mon front, il a besoin d'une URL complète. Du coup, je lui dis, en fait, avant d'envoyer, donc pour tous les books, chacun d'entre eux, tu vas me générer une image URL à partir de l'image URL. Et ça va être quoi? En fait, ça va être HTTP. Donc, host URL, c'est localhost. Hein. Je vous montre le point env. Voilà, donc process.env.host URL, c'est http://localhost. Le port, c'est 4000. Et donc, l'absolute URL, ça va être http localhost 2.4000 / image machin.jpg. Et on renvoie donc l'absolute URL. Et donc, pour chacun de ces books, le book.imageURL, ça va être imageURL et on va renvoyer le allbooks. Et donc, le allbooks, ça veut dire que bah, maintenant, en fait, là, le client, ce qu'il a reçu, vous voyez que si je fais dans mon network et que je reload, pour chacun d'entre eux, le book qu'il a reçu, hop, dans la response, vous voyez que voilà, le image URL que vous voyez là, il a un HTTP de .localhost 400 devant. Ça permet que moi, dans mon adresse, pardon, dans ma base de données, j'ai pas d'URL parce que les URL, ça peut changer. Mais par contre, ici, voilà, quand je renvoie l'URL au front, je lui mets bien une URL devant. Okay. Parfait. Donc voilà, comme ça qu'on a fait voilà, le getBooks. Alors, on va regarder maintenant le user router. Qu'est-ce qui se passe quand on va sur le user router? Alors, quand quelqu'un va se sign up, quand il va se sign up, ça va appeler la fonction sign up. Comme toutes les fonctions sur Express, elle reçoit une requête et une réponse. Je lui dis s'il n'y a pas de rec.body.email ou de rec.body.password, je lui dis rest.status 400, missing email or password et on return. Et donc, il ne va pas aller plus loin. Pourquoi c'est utile? Parce que voilà, si quelqu'un lui envoie une mauvaise requête, par exemple là, regardez, je vais lui faire une send request avec uniquement un password. Alors, je vais aller sur sign up. Voilà, je vais juste lui mettre un password, par exemple, que je mets send request. Voilà, là, il va me dire missing email or password. Ah, sinon, il continue, il va prendre l'email et le password sur le body. Il va essayer de hasher. Alors, j'ai mis un try catch, hein, parce que là, on est en train de faire des trucs qui vont peut-être pas marcher. Je vais lui demander de hasher le password, parce qu'on ne veut pas enregistrer des mots de passe en base de données. Hein. Regardez, quand on est sur ma base de données et qu'on regarde les users, vous voyez que pour chacun d'entre eux, j'ai une adresse mail, mais le password, il a été hashé. On ne va pas enregistrer des mots de passe en base de données. Hein. On va uniquement enregistrer des hashes. Donc là, je lui dis const hash est égal à bcrypt.hash. Alors bcrypt, c'est un utilitaire qu'on utilise pour chiffrer des mots de passe. Et je lui demandais de passer 10 fois dessus. Et ensuite, on va lui dire fabrique un nouvel user avec l'email en question et le hash. Et ensuite, tu le sauvegardes. Et ensuite, tu me renvoies une réponse avec le user ID qui a été fabriqué. S'il y a un problème n'importe quel moment, que ce soit dans le hash ou dans la base de données, tu me renvoies un 500 qui te dit error creating user. Voilà. Alors ensuite, comment ça se passe quand on fait un login? C'est la même chose. Dans le login, alors, où est-ce qu'il était? Mon user router, où est-ce qu'il est? Alors, voilà, mon user router, il est là. Je dis si quelqu'un va sur /login, on va appeler log user. Et alors, log user, c'est quoi? Pareil, on va lui dire si quelqu'un cherche à se loguer sans email ou sans password, on va lui dire missing email or password. Et évidemment, on va faire un return pour pas aller plus loin. Ensuite, donc si on est là, ça veut dire que pour l'instant, on a un bon, c'est-à-dire qu'on a un email et un password sur la requête. On va faire un user.findOne sur Mongo à partir de l'email qu'on a reçu. S'il n'y a personne avec cet email-là dans la base de données, on va lui dire wrong credentials. Et on va faire un return et on va s'arrêter. Le isPassword correct, ça va être, on va comparer avec bcrypt à partir du password qu'on a reçu dans le body et le user qui est user password dans la base de données. Si le password n'est pas correct, à nouveau, on lui dit reste statut 401, message wrong credentials. Et on return, ça veut dire on ne va pas plus loin. Et enfin, si ça marche, on va lui renvoyer un user ID, donc là c'est bon, et on va lui renvoyer un token. Le token, en gros, ça va être un identifiant qui va pouvoir nous envoyer à chaque requête qu'il va nous faire dans le futur. Et alors, le token qu'on lui envoie, c'est le résultat de la fonction makeToken. Alors, cette fonction makeToken, qu'est-ce que c'est? En gros, on va utiliser un JSON Web Token. On va lui demander de signer
un body, là, comme ça, avec un mot de passe secret. Et donc, on va lui renvoyer, en fait, c'est une string qui va lui être envoyée. Et donc, on peut voir, hein, regardez, là, à chaque fois que je me log, hop, là-dedans, je vais me déconnecter, je vais me connecter, hop, on va regarder dans le network, je vais me connecter, je vais dire Benoît, je me connecte, et vous voyez que là, dans la réponse, il m'envoie un token ici qui est EY machin, point machin, point machin. Et donc, en fait, ça, c'est ça qui va nous identifier à chaque fois. Sachant que ça, voilà, l'utilisateur, à chaque fois qu'il nous va faire une requête, il va nous envoyer ce petit token, et nous, on pourra vérifier à chaque fois si le token lui appartient bien. Ça veut dire qu'on va bien vérifier si le token n'a pas été modifié. Donc voilà, on va fabriquer un token, voilà, avec ça. Et donc maintenant, à chaque fois que lui va nous faire une requête, il est censé nous envoyer ce token avec chaque requête. Donc par exemple, qu'on va aller sur BookRouter, imaginez qu'il ait envie de faire un post, imaginez qu'il a envie de fabriquer un... Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va lui dire... voilà, on va dire qu'il veut fabriquer un rating, donc il veut cliquer sur un... Il veut cliquer sur un... il veut noter un livre. Et ben en fait, vous voyez que là, ce post, avant de faire un post rating, la requête va passer par un middleware qu'on a fabriqué ici qui s'appelle checkToken. Alors on va aller voir ce checkToken. Alors ce checkToken, c'est quoi? C'est la fonction qui va vérifier le token. Et donc à chaque fois qu'il veut fabriquer un bouquin, d'abord un rating, cette fonction, donc comme toutes les fonctions, elle va prendre une requête, une réponse, elle va aussi appeler next. Et quand vous appelez next ici, ça veut dire que la requête va partir à la fonction d'après. Donc en l'occurrence, ici, la fonction d'après, c'est post rating. Donc ça veut dire à chaque fois, là, donc on va vérifier, à chaque fois qu'il veut appuyer sur voter, on va vérifier l'autorisation, on va récupérer l'autorisation dans les headers. L'autorisation, c'est une string qui est, voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autorisation, ça veut dire que si la string est vide ou il n'y en a pas, on va lui dire tout de suite rest.status 401 unauthorized. Et on va faire un return, ça veut dire on va pas aller plus loin dans le reste de la fonction. Sinon, on a un token. Alors, en général, le token, ça ressemble à ça, hein. C'est bearer et ensuite EY 1, 2, 3, 4, point machin, machin, machin. Ça ressemble à ça, le token, hein. Et donc là, dans le token, on va lui dire, bah, tu prends cette autorisation-là, tu vas le splitter au niveau de l'espace, là, pour en faire une array, et tu vas prendre la partie droite, donc l'index 1, donc en gros, ça va être toute cette partie à droite ici, là, comme ça. Tu vas essayer de le décoder, donc tu vas décoder le token, donc tu vas le vérifier à partir de notre secret. Puisque nous, en fait, il a été encodé avec un secret, tu vas essayer de le décoder avec le même secret. Alors le secret, voilà, ici, c'était mon secret jot, comme ça, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Et si on arrive à le décoder, enfin si on n'y arrive pas à le décoder, on lui dit rest statut 401 unauthorized. Donc ça veut dire que quelqu'un a cherché à modifier, le body de ce token, et donc on ne va pas l'autoriser. Sinon, s'il est autorisé, ça veut dire on est sûr que le contenu de ce token est bon. Donc par exemple, nous vous souvenez qu'on avait mis le user ID dans le token, et on va le récupérer. Donc là, decoded token.userid, on va le prendre et on va le rajouter sur le body de la requête, sur une propriété qu'on va appeler userid from token. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ça veut dire que maintenant, la fonction d'après, par exemple post rating, ou alors delete book, ou alors put book, toutes ces fonctions-là, pour avoir accès au user ID, elles vont prendre le user ID qui était directement dans le token, parce que lui, on sait qu'il est bon, qu'il n'a pas été modifié, donc il a bien été créé par nous. Et enfin, on va appeler le next, ça veut dire en l'occurrence le post boucle. S'il y a un problème, on lui dit non, unauthorized. Donc ça veut dire que maintenant la fonction d'après, elle va avoir accès à rec.body.userid from token. Donc là, on va regarder ce post rating. Donc elle va prendre le rec, la requête et la réponse. Donc en gros, elle dit on va faire const id est égal à rec.params.id. Alors le ID, vous l'avez dans l'URL, hein. Donc par exemple là, regardez, si je clique sur ce bouquin-là, l'ID, il est là. Le params, il est là. C'est 6467 machin. Ce qu'on appelle un params. Et alors, on va lui demander de faire une requête sur le book, là dans la base de données. Alors le find by ID nous renvoie une promesse, donc on va faire un await devant. Et on va récupérer donc ce book. Et puis le user ID, c'est quoi? Ça va être le user ID qui était là dans le token. Celui-là dont on est sûr.
Et alors, on va dire, voici les ratings, ils sont donc ces books.ratings. Si certains de ces ratings ont déjà notre user ID à l'intérieur, on va lui dire, non, vous avez déjà rated this book, et on va renvoyer un 400. Même si le client ne nous laisse pas voter 2 fois, c'est toujours bien d'avoir de la sécurité au niveau du back-end. Parce que n'importe qui peut vous envoyer une requête comme ça, vous voyez. Donc, imaginez que je cherche à voter à 2 reprises là sur lui, par exemple faire send request. Alors, unauthorized parce que j'ai un mauvais token. Mais vous voyez que je pourrais cliquer à 2 reprises, essayer de voter à plusieurs reprises. Le nouvel rating, ça va être un user ID, donc celui qui est récupéré dans le from token. Et puis ensuite, le grade, ça va être ce qu'on a reçu dans le rec.body.rating. On va faire un ratings.push new rating. Et alors, on va faire toute la somme. Voilà. Donc, on va faire une somme de tous les ratings actuels. On va diviser ça par la longueur de l'array. Donc là, on aura l'average rating. On va updater le book rating, le average rating. On va sauvegarder ça et on va renvoyer le rest.sendBook. Et s'il y a une erreur, on va faire un catch, voilà, avec console error. Bon, c'est peut-être c'est la partie un peu la plus compliquée, ça. Hein. Mais bon, voilà. Ensuite, où est-ce qu'on en était? Donc, voilà, on a fait le getBooks. Donc, le getBooks, lui, il est assez simple. On en avait déjà parlé. Juste qu'on va mapper l'image URL à chaque fois. Qu'est-ce qu'on avait ensuite? On avait le getBooks with the best ratings. Donc, lui, on en avait besoin. Donc, on fait un get sur best ratings. Voilà, il va rechercher tous les books, il va faire un find. Et en fait, on va rajouter un point sort, point limit. Ça, ce sont des méthodes sur Mongoose. Parce que il vaut mieux demander directement à Mongoose de faire le sort et de faire le limit, parce que les bases de données peuvent gérer les grandes quantités de data beaucoup plus rapidement que notre code. Donc si moi je faisais juste un awaitBook.find, ça veut dire que je récupérerais 10 000 books. Après, si je faisais mon sort moi-même, il faudrait que j'agence 10 000 books moi-même, ça prendrait 10 secondes. Après, pour en prendre uniquement les 3 premiers, voilà, ce serait pas bon au niveau performance, alors que ça, ce sont des méthodes Mongoose, c'est beaucoup plus rapide. Et on renvoie donc les books. Ah oui, et là je comprends maintenant pourquoi on a un problème d'URL. Voilà, je comprends maintenant, vous voyez que là, on n'a pas les bonnes URL. Ouais. Nous aussi, ouais, il faudrait qu'on fasse... Je vais modifier les URL. Hein. Books, for each book, j'ai envie de prendre le book.l'URL, le book.imageURL, et je vais lui dire, voilà, generate image URL à partir de book.imageURL. Voilà. Donc maintenant, là, hop, si je rafraîchis, voilà, donc dans les mieux notés, voilà, j'ai une bonne image. Voilà, j'ai une bonne image maintenant. Voilà, c'est pour ça. Voilà, très bien. Voilà, parfait. Ok, parfait. On est bon. Alors ensuite, ce qu'on avait le delete. Alors on va faire dans le boot get slash id, donc getBook. Donc en gros, on lui dit si on lui fait un get de slash 6467, ce 6467, on va l'appeler id avec un 2 points comme ça. Le 2 points, ça veut dire que ça va être le nom du param. On va aller dans le getBook et on va dire dans le récupère le ID dans l'URL, hein, donc c'est rec.params.id, essaye de me choper ce book.findById, tu me modifies l'image URL que tu as récupérée de la base de données pour lui mettre un HTTP localhost devant, et tu me le renvoies. Ok, donc ça va. Et enfin, le dernier, ce sera du... ah non, c'est pas le dernier, ce sera le delete book. Alors avant de faire le delete book, on va lui demander de faire un check token. Et ensuite, le delete book, qu'est-ce qu'on va lui dire? Alors, pareil, récupère-moi l'ID de celui que tu cherches à delete. Tu le trouves dans la base de données. S'il n'y en a pas, tu m'envoies un book not found. Ensuite, notre user ID on book, c'est le book.userid. Et on veut vérifier quand même qu'on est en train de chercher à supprimer un bouquin qui nous appartient. Parce que moi, j'ai un token valide, mais ce n'est pas pour autant que j'ai le droit de supprimer les bouquins des copains. Donc, si je lui dis, si leur user ID on book est différent du rec.body user ID from token, je lui renvoie un rest status 401 qui lui dit you can only delete your own books. Et je n'oublie pas de faire un return pour pas qu'il aille plus loin. Sinon, je lui dis await book.findById and delete, on log le résultat, on sauvegarde le résultat et on le renvoie. Et on est bon. Et enfin, comment est-ce qu'on fabrique un bouquin? Eh ben, pour pour modifier. Ah ouais, le put, voilà, c'est quoi? C'est qu'on fait un put slash id. Alors pareil, pour modifier un bouquin, on va récupérer l'ID dans l'URL, donc c'est rec.param.id. On va chercher le bouquin dans la base de données. S'il n'y en a pas, on lui dit book not found, on s'arrête et on renvoie un rest 404. S'il y en a, eh ben, on va aller faire user ID, ça va être le book. On va prendre le user ID qui est sur le book.
Et à nouveau, si le user ID sur le book est différent de celui qui est dans le token, on va lui dire 401, you can only update your own books. Et on ne va pas plus loin. Sinon, on va plus loin, on va lui dire, alors result, await, find one and update. On va récupérer le book à partir de son ID. Et l'ID qui vient des params, on va modifier le title, author, year, genre, qui sont les seuls paramètres que le client nous passe. Et on renvoie le send.result. Enfin, le dernier, c'était quoi? C'était pour poster à chaque fois qu'on veut fabriquer un bouquin. Donc, apparemment, il faut qu'on soit logué, donc j'ai mis un check token. Et je lui ai demandé de me faire un multer. Alors, multer, c'est ce dont on a besoin pour lire les datas qui viennent d'un form, qui ne sont pas que du JSON. Ça veut dire, puisqu'on va recevoir une image binaire, en fait, sur le champ de la requête, il y a un champ qui s'appelle image, et lui, dedans, c'est un fichier. Et donc, on est obligé d'utiliser multer, et je l'ai paramétré avec storage. Alors, storage, c'est quoi? Donc là, je suis juste allé sur multer, la documentation, j'ai fait du copier-coller, voilà. Hein. Il n'y a pas besoin de tout comprendre. Donc, en gros, je lui dis storage, multer disk storage. On a le droit de choisir la destination, le file name. J'ai fait ça un peu à la va-vite. En gros, j'ai vu que vous pouvez choisir le file name et la destination. Je lui dis dans la destination, ce sera upload. Donc, je lui dis de me fabriquer un dossier upload ici. Et que dans le dossier upload, il va prendre le fichier original, lui rajouter un tiret, un date.now et un JPEG. Donc là, par exemple, là j'ai 0.jpeg le date.now, là, .jpeg. Voilà, et c'est ça qu'ensuite, il va me mettre sur mon système de fichiers. Et ensuite, voilà, une fois qu'il a fini, il va passer au postbooks. Et donc, mon postbooks, il va recevoir une requête qui vient du coup de Multer, enfin qui a été un peu modifiée par Multer. Et dans le postbook, il reçoit un rec.body.book, et j'ai vu que c'était une string, du coup j'ai dû la parser pour en faire un objet, pour en faire un book, et le fichier en soi, c'était rec.file, c'est Multer qui me l'a mis sur ma requête. Et je lui ai dit, essaie d'enregistrer ça dans la base de données. Donc je lui ai dit un new book, donc on va mettre le book.userid, le title, le author, le file.filename, le book year, le book.genre, le ratings, book user ID et le grade. Le grade, c'était quoi? C'était book.ratings.find object.userid est égal à book.userid. Alors, je me souviens plus pourquoi j'ai fait ça. Je lui ai dit dans tous les ratings, pourquoi est-ce que c'est quoi ça? Je lui ai dit dans le book.ratings, trouve-moi. Je me souviens plus pourquoi j'ai fait ça. Bon, il y a sans doute une bonne raison. Il y a un average rating. Et je lui ai dit faire un newbook.save, rest.send newbook. S'il y a un problème, tu m'envoies l'erreur. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je me souviens plus. Je vais essayer de loguer ça. Bon, je vais loguer ce newbook pour voir ce qui se passe. Quand je fais un newbook, alors je vais lui dire de me faire un newbook. Hop, je vais fabriquer un newbook. Newbook 2000, genre newbook, je vais dire un 5, et on va envoyer hop, ça. Publier. On regarde, et qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, le new book, c'est 646, ratings, user 0. Alors, ratings, le user ID, ok, très bien. Et alors, le grade, ah oui, parce qu'effectivement, le grade, il me semble que si on regarde le body de la requête, rec.body.book, ouais, voici le book que j'ai reçu là de ma requête. On va le comparer. On va rajouter un nouveau book again, 1000, book again, note 5, et on va faire ça, on va publier. Si je regarde là, je vois que sur ma requête, voilà, j'avais un ratings, voilà, en fait, je reçois tous les ratings. Et donc, moi, en fait, j'avais besoin de récupérer. D'accord, le books, en fait, quand je fabrique un book, donc là, en fait, je lui passe directement un rating. Et alors, pourquoi est-ce que j'avais besoin de lui passer comme grade? Ouais, c'est bizarre. Je pense pas que j'avais besoin de faire ça, hein, parce que il avait déjà un ratings. Ouais, je pense que je me suis un peu pris la tête. Je pense que j'avais juste besoin de faire un. J'avais pas besoin de faire tout ça. Je vais juste faire un book.ratings. Hein, je pense que ça devrait suffire. Je vais juste faire ça et je pense que ça suffit. Hein. On va faire un book third. Book third. Année de publication 2000. Book third. On va lui mettre 4 avec cette image. On va publier. Retour à l'accueil.
Est-ce qu'il marche bien? Voilà, j'ai Book Third, voilà, il a l'air de très bien marcher, et il a son rating aussi avec un 4. Donc ok, donc pour moi il est bon. J'avais pas besoin de me prendre la tête comme ça. Ok. Donc on a bien réussi à faire ça. Alors, ok, donc je retire les console logs. Donc voilà, c'était à peu près ça que j'avais fait. Maintenant que c'est fait, vous avez vu que bah, j'ai un petit peu bien organisé mon code aussi. J'ai mis les middleware dans un dossier middleware. Tout ce qui parle à la database, j'ai mis ça dans un dossier data. Les modèles, ça veut dire les représentations en JavaScript d'une entité dans la base de données. Et puis voilà, il me semble que c'est bon. J'ai mis le package.json, donc j'ai le pcrypt, course.env, express, JSON Web Token, Mongoose. Mongoose Unique Validator, c'était pour nous interdire de fabriquer deux utilisateurs qui avaient la même adresse mail. D'ailleurs, si vous regardez dans le code, je l'ai utilisé là. Je lui ai dit unique validator est égal à require machin. Et je lui ai dit user schema.plugin. Vous inquiétez pas, en fait, moi, tout ça, je le savais pas. Hein. Il y a 24 heures, tout ça, je le savais pas. J'ai juste codé, j'ai juste cherché sur Google. Voilà, hein. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Je me suis fabriqué deux scripts, start et dev. Comme ça, maintenant, quand je veux lancer, hop, je fais npm run start, voilà, pour lancer le code. Voilà, il est en listening on port 4000. Et puis, si je préfère utiliser NodeMon, eh ben, j'utilise dev, voilà, npm run dev. Ça permet que quand je modifie quelque chose, par exemple sur le index.js, voilà, si je mets un hello, j'ai pas besoin, dès que je sauvegarde, en fait, il va me relancer le fichier. Voilà, c'est pas mal pour le dev. Voilà, bah écoutez, il me semble qu'on est à peu près bon. Je vais updater tout ça. Alors, désolé de ne pas avoir fait la vidéo plus longue, mais voilà, j'ai passé près de 6 heures, 7 heures de vidéo pour à la fin qu'elle n'existe pas. C'est un peu dommage, mais avec tout ce que je vous ai donné, normalement, voilà, vous pouvez vous en sortir. Voilà. Alors à nouveau, je travaille plus pour Open Classrooms. Du coup, si vous voulez me soutenir avec un petit Patreon, c'est pas de refus. Et encore, si vous avez besoin que je fasse d'autres projets, n'hésitez pas à m'envoyer à m'envoyer une email avec le lien vers le projet que vous voulez que je fasse. Et puis j'essaierai de faire ça un week-end, même si je suis assez busy. Voilà. Bon courage à tous. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou quoi que ce soit, si vous avez besoin d'aide.